Ne la laisse surtout pas toucher au testament. C'est ce que la petite Aïssata a chuchoté, pieds nus sur le parquet glacé, alors que les doigts, parfaitement manucurés de Madame Delorme, s'approchèrent des papiers de sa défunte mère. Et ouais, une gamine de 8 ans qui parle de testament, ça fait hausser les sourcils. Mais ceux qui connaissaient la docteure Aminata Diouf savaient que sa fille Heidi n'était pas une enfant comme les autres. Elle écoutait tout, elle comprenait tout, et ce jour-là, elle avait vu juste. Mais bon, son beau-père, Édouard Mercier, grand patron de clinique privée à Toulouse, n'a pas écouté. Il a haussé les épaules comme s'il savait mieux. Il était fatigué, perdu, veuf depuis 3 mois. Il a cru que Madame Delorme, l'ancienne collègue de sa femme, ne faisait que l'aider à garder la tête hors de l'eau. Et c'est là qu'il a tout perdu, sans même s'en rendre compte. Tout avait pourtant l'air normal, enfin en apparence. Delorme passait les voir avec des plats cuisinés, des bougies à la lavande, des conseils sur comment gérer un deuil. Elle disait des trucs comme « Je ne fais que passer, je pense à vous, je me souviens de la voix d'Aminata » et elle s'infiltrait, doucement, sournoisement. Et comme souvent, les gens ont confondu efficacité avec bienveillance. C'est quand Delorme a proposé de s'occuper des affaires administratives d'Édouard. Juste pour t'enlever un peu de poids, tu sais, que tout a vraiment basculé. En quelques semaines, elle avait un double des clés, une brosse à dents dans la salle de bain et une autorité qu'aucun papier ne lui avait jamais donnée. Et Aïssata, on la laissait de côté. On lui disait qu'elle imaginait des choses, que son deuil la rendait parano, mais elle avait tout vu. La nuit où elle l'a surprise dans le bureau de sa mère, fouillant les tiroirs à la lampe torche, prenant des photos des dossiers, notant des choses dans son carnet, Aïssata n'a pas crié, elle n'a pas pleuré. Elle s'est cachée dans l'ombre et elle a observé. Puis elle est remontée dans sa chambre et elle a commencé à écrire. Chaque détail, chaque mensonge. Elle savait déjà que quelque chose clochait. Le parfum d'Aminata ne sentait plus nulle part. Les tableaux avaient été changés. Ses affaires disparaissaient. Et puis ce jour où Delorme a sorti une bague de fiançailles de sa poche et l'a tendue à Édouard en pleine cuisine. On a décidé de se marier, Aïssata, ce n'est peut-être pas ce que tu voulais entendre, mais on espère que tu comprendras. Comprendre, elle avait 8 ans, mais elle comprenait plus que ce qu'il pensait. Alors elle est allée voir la seule personne qui n'avait jamais sous-estimé son intelligence. Sa grand-mère, Mame Jeanne, celle qui avait élevé Aminata au Sénégal, qui connaissait les silences lourds et les regards en coin. Celle qui savait que les femmes noires ne meurent pas toujours d'accident. Parfois, on les pousse. Et Mame Jeanne, elle n'a pas hésité. Elles ont pris le train pour Paris, direction la Banque nationale. Dans un petit coffre-fort, scellé sous le nom d'Aminata Diouf, se trouvait le véritable testament. Un document clair comme l'eau de roche. Édouard était bien tuteur légal. Mais la maison appartenait à Aïssata, et tout le travail de recherche médicale de sa mère devait aller à une fondation pour jeunes chercheurs africains. Et le plus fou, un autre testament avait déjà été enregistré par un notaire, un faux. Et ce faux, il léguait tout à Édouard, sous la supervision de Delorme. Quand Édouard l'a vu, il a pâli. Il a murmuré quelque chose comme « Je ne comprends pas ». Mais au fond, il savait. Il savait qu'il avait laissé Delorme tout gérer aveuglément, et qu'elle en avait profité. Mais elle n'avait pas dit son dernier mot. En moins d'une semaine, elle a changé d'avocat, fini l'ami de famille, bonjour l'avocat d'affaires au costard brillant, me Clément Durand, spécialiste des héritages litigieux. Et puis elle a sorti un dossier d'inscription à un internat privé, loin, dans la Drôme. Pour qu'Aïssata ait une vraie chance, loin de tout ce stress qu'elle disait. Mais Aïssata avait ses propres cartes. Elle a tout balancé à sa professeure de sciences, Madame Leclerc, qui l'adorait. Ensemble, elles ont scanné les documents. Elles ont comparé les signatures, et puis elles ont découvert encore pire, Édouard était drogué. Des traces de benzodiazépine dans son sang. Donné par qui? Vous devinez. Et ce twist-là, il a réveillé les morts. Un soir, au conseil d'administration de l'hôpital, un médecin, le docteur Idriss Konaté, a posé la question. Pourquoi les fonds pour la recherche sur la drépanocytose avaient été redirigés vers un projet esthétique soutenu par Delorme? Là, les regards ont changé. Les masques ont tremblé. Et la vérité a commencé à fuir, comme les mensonges mal refermés. Mais Delorme était maligne. Le lendemain, elle a organisé le mariage en urgence, dans la chambre d'hôpital d'Édouard, avec un juge à la retraite payé grassement pour fermer les yeux. Et à 11 heures tapantes, il devait être marié, sauf que quelqu'un est intervenu. Pas la police, non. Mame Jeanne. Elle a débarqué avec Mehowari, le seul avocat que Delorme ne pouvait pas acheter. Avec les preuves, avec les résultats toxicologiques,
avec le vrai testament. Et juste au moment où le juge commençait à réciter « Voulez-vous prendre pour épouse ?» la porte s'est ouverte. Et c'est Aïssata toute seule qui a dit « Elle t'a empoisonné, papa. Elle a volé le travail de maman. Elle n'a jamais voulu de nous. » Édouard a cligné des yeux. Puis il a regardé Delorme. Et il a dit « Non. Non au mariage. Non au mensonge. Et vous savez quoi ? Delorme a été arrêté dans la foulée, bracelet au poignet, vernis écaillé. Et dans les jours qui ont suivi, toute une carrière de manipulation, d'abus de pouvoir, de vol intellectuel a été dévoilée au grand jour. Aujourd'hui, 3 mois plus tard, Aïssata n'est plus une simple élève de primaire. Elle siège comme observatrice au comité de direction de la fondation Aminata Diouf qui finance des bourses pour jeunes médecins afrodescendants. Elle vit toujours dans la maison de sa mère. Et Édouard, il est en thérapie, mais au moins il voit clair. Et Aïssata, elle porte une médaille autour du cou, une photo de sa mère dans un pendentif en ébène. Elle dit que c'est son bouclier. Alors maintenant, dis-moi, si une gamine de 8 ans te disait « ne la laisse pas toucher au testament », tu l'écouterais ou tu lui répondrais qu'elle est trop jeune pour comprendre? Commande ci-dessous. Est-ce qu'on écoute assez les enfants? Est-ce qu'on sous-estime trop ceux qui ne parlent pas fort? Est-ce que la justice a été rendue ici? Ou est-ce que le système a failli? Et si cette histoire t'a touché, choqué ou juste te fait réfléchir, partage-la, abonne-toi. Et n'oublie jamais, parfois c'est la voix la plus petite qui fait tomber les murs les plus grands.